Bienvenue à tous à cette nouvelle édition du séminaire du GDR Radia. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Hélène Fargier, qui est directrice de recherche au CNRS à l'IRIT à Toulouse, et qui est la porteuse d'une chaire IA sur la compilation de connaissances. Et aujourd'hui, elle va nous parler de jeux, décisions sous incertitude et fonctions de croyance. Donc Hélène, si tu veux, Ouais, bonjour à tous. Alors, il faut que je partage voilà. ça, slide. Oui, je continue. C'est bon, il est en plein écran? C'est bon, tu peux y aller. OK. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de choses qu'on a fait récemment. D'habitude, je ne travaillais pas tellement sur les fonctions de croyance, mais là, depuis 1 an et demi, avec Romain et Pierre, on a commencé à travailler sur l'utilisation des fonctions de croyance en décision. Donc, c'est un travail, là, vous voyez leur nom. Donc, Romain Guillaume, il doit être en ligne. Il est maître de conférence à Toulouse aussi. Et Pierre Pomeray-Coco, c'est quelqu'un c'est un doctorant qui va soutenir très bientôt. Donc, je vais plutôt essayer de faire un exposé je vais parler de deux choses, peut-être pas très en profondeur, mais j'aimerais surtout vous faire comprendre les problématiques. Euh, donc, en décision sous incertitude, un des modèles de base, c'est le modèle de Savage. Et donc, on a un ensemble d'états du monde. Et une décision, c'est une fonction qui va de l'ensemble des mondes possibles à l'ensemble des conséquences. Donc, si je prends telle décision, si je suis dans tel monde, je recevrai telle conséquence, etc. Alors, on va travailler avec des exemples tout à fait académiques et même historiques. Donc, imaginez que vous avez une urne, il y a 90 boules, il y en a un tiers de rouge, un tiers de noir, un tiers de jaune. Et là, vous avez le choix entre deux décisions. La décision A, vous recevez 100 euros, donc on va tirer une boule, vous recevez 100 euros si elle est rouge et 0 si non. Donc, cette décision, là, vous avez l'ensemble des mondes. OK. Et puis ma décision, 100 si elle est rouge et 0 si non. Par exemple, la deuxième décision, vous recevez 100 euros si elle est noire et 100 si elle est jaune. OK. Deuxième décision, vous recevez, selon l'état du monde, des choses différentes. Donc, vous avez un ensemble d'états du monde, et puis dans cet exemple-là, la connaissance est probabiliste. Il y a un tiers de rouge, un tiers de noir, un tiers de jaune. Quand on a des connaissances probabilistes, la règle de décision qu'on utilise, c'est on va calculer une utilité espérée pour chaque décision, et puis on va préférer les décisions qui ont la meilleure utilité espérée. Donc, l'utilité espérée d'une décision, donc ma décision F, OK, ça va être la somme sur tous les états du monde de la probabilité de cet état du monde multipliée par mon intérêt pour ce que je gagne si le monde réel s'avère être cet état du monde. Alors, dans la suite là, de l'exposé, on va dire que l'utilité d'une conséquence a la même valeur que la conséquence et on va les prendre numériques. Mais selon cette fonction d'utilité, elle peut porter le comportement du décideur selon qu'il est pessimiste, optimiste, etc. Mais bon, là, on va souvent l'oublier en supposant U de x égale x. Donc, dans mon cas, là, donc, pour mes deux décisions, je peux calculer les utilités espérées de mes deux décisions A et B. Je vais faire la somme sur tous les états du monde de ce que je gagne. OK. Donc, maintenant, je vais vous présenter un exemple qui est assez connu. Imaginez que vous avez une urne qui contient 90 boules. J'en ai mis 30 rouges. Et puis pour les 60 autres, j'ai demandé à ma fille de mettre d'autres boules parmi les sacs de noir et de jaune qu'elle a. Donc, elle a mis 60 noirs ou jaunes, je ne sais pas dans quelle proportion. La première chose que je vous demande, par exemple, c'est est-ce que vous préférez, donc on va tirer une boule, est-ce que vous préférez recevoir 100 euros si la boule tirée est rouge et rien sinon, ou recevoir 100 euros si la boule tirée est jaune et rien sinon? Donc, réfléchissez dans votre tête si vous préférez l'action A ou l'action B. Donc, vous avez 60 boules rouges et vous avez 60 boules dont
noires ou jaunes. Elles peuvent être toutes noires, toutes jaunes, moitié noire, moitié de jaune, un peu noir, beaucoup de jaune, etc. Donc ça y est, dans votre tête, vous avez vu si vous préférez A ou B. Donc maintenant, on vous demande de comparer deux autres décisions, C et D. Donc la décision C, c'est vous recevez 100 € si elle est rouge ou noire. Et la décision D, vous recevez 100 € si elle est jaune ou noire. Donc à nouveau, vous réfléchissez si vous préférez le pari C ou le pari D. Moi, quand je suis en cours, je le fais en vrai avec les étudiants, ils me mettent tous sur un bout de papier. Bon, là, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, est-ce que vous préférez A à B ou B à A? Est-ce que vous préférez C à D ou D à C? Alors, quand on récolte les préférences, hein, ça varie selon les gens, mais la plupart des gens, ils préfèrent A à B et ils préfèrent D à C. Alors, je ne sais pas si ça correspond pour certains d'entre vous à ce que vous avez décidé. En général, il y a à peu près 2 tiers de gens qui disent bah, je préfère A plutôt que B, je préfère D plutôt que C. Le problème, donc, ça va être de capturer la manière de décider des gens qui disent je préfère A à B et je préfère D à C. Donc, on pourrait se dire bah, je vais capturer ce comportement à ces gens-là avec une règle d'utilité espérée. Donc, comme A est préféré à B, eh ben, ça me dit l'utilité espérée de A est préférée à l'utilité espérée de B et l'utilité espérée de D est plus grande que l'utilité espérée de C. Ok, le problème, c'est que ce système d'inéquation, il est incohérent. C'est-à-dire, quelle que soit la fonction d'utilité que vous choisissez, vous ne trouverez pas de distribution de probabilité telle que l'utilité espérée de A est plus grande que celle de B et celle de D plus grande que celle de C. Ça veut dire que pour les gens qui préfèrent A à D, on ne peut pas capturer leur manière de décider par la règle de l'utilité espérée. Alors, le problème ici, en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas une unique distribution de probabilité pour capturer la connaissance qu'on a. La connaissance qu'on a, elle me dit, OK, la probabilité de rouge, c'est 1/3. Mais après, pour les probabilités de noir ou jaune, vous avez leur somme, elle doit faire les 2/3 qui restent, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Donc, c'est comme si vous avez toute une famille de probabilités. On peut aussi représenter cette connaissance par ce qu'on appelle une distribution de masse. Donc là, on rentre dans la théorie des fonctions de croyance. Alors, la théorie des fonctions de croyance, ben, la connaissance, on va le représenter par une distribution, mais une distribution qui associe à des ensembles d'états un degré de probabilité dans 0,1. Donc, vous avez la somme des poids associés aux ensembles d'états, je vais faire, c'est là. Okay, la somme sur tous les ensembles d'états des poids qu'on leur accorde, c'est 1. Et puis, ben, l'événement impossible, il a le poids de 0. Et ce qu'on appelle un ensemble focal ou des fois un élément focal, bah j'aurais dû mettre, je me suis gourée là, ça devrait être des M ici. Okay. Donc, un ensemble qui a un point non nul, j'appelle ça un ensemble, ça s'appelle un ensemble focal. Okay. Et à partir de cette distribution de poids sur les ensembles, on peut calculer 2 mesures de confiance dans la réalisation des événements. La mesure de croyance, belle de A, ça va être la somme des poids des ensembles focaux qui sont inclus dans A, qui impliquent A, qui vont dans le sens de A et qui ne sont pas compatibles avec l'événement contraire. Donc ça, c'est ma mesure de belief et c'est une mesure de croyance. Et puis, vous avez une mesure de compatibilité de l'événement dont vous voulez mesurer la plausibilité avec la connaissance. C'est bon là? Ok, je continue. Alors, je suis désolée d'avoir mis des M à la place des F. Alors, en tous les cas, quand vous avez une distribution, une fonction de masse dont tous les ensembles focaux sont des saglotons, c'est juste une distribution de probabilité. Et dans ces cas-là, la mesure B, la mesure PL, elles ont exactement la même valeur et ça aurait la même valeur que la mesure de probabilité. Okay, donc on est juste dans une généralisation des probabilités
au cas où on donne des poids non pas à des singletons, à des états, mais à des ensembles d'états. Alors, comme c'est dommage, je n'ai pas pensé. Dans notre cas, là, en fait, on a un poids de 1/3 sur l'ensemble rouge et un poids de 2/3 sur l'ensemble noir, jaune. Et on peut modéliser notre connaissance donc par une telle distribution. Alors, comment je vais évaluer des décisions quand j'ai une connaissance qui est capturée par une fonction de croyance? Alors, on va considérer dans ces cas-là on va considérer une règle de décision en général qui s'appelle l'utilité espérée a priori multiple. Donc, l'idée, c'est que j'ai une famille de probabilités. Pour chaque probabilité dans la famille, je peux calculer l'utilité espérée. Okay, donc, j'ai plein de valeurs de l'utilité espérée selon quelle est la probabilité qui se réalise, selon les proportions dans mon urne. Et donc, les décideurs pessimistes, on considère que pour eux, la valeur de l'acte, c'est la plus petite des valeurs des utilités espérées qu'ils peuvent avoir sur la famille. Okay, cette règle de décision, c'est une généralisation de l'utilité espérée. Quand il n'y a qu'une probabilité dans la famille, ça donne l'utilité espérée. Et bon, cette décision, elle a été proposée, axiomatisée, et elle capture bien en particulier le cas de l'urne de Ellsberg, le paradoxe de Ellsberg dont on a parlé tout à l'heure. Et cette règle de décision, on peut l'utiliser dans le cas où la famille de probabilité considérée, c'est celle qui est définie par notre fonction de croyance, où on va considérer toutes les probabilités telles que la probabilité de l'événement, elle est entre sa belle et sa PL, entre le belief et la plausibilité. Et donc, quand on applique cette règle de décision à ces familles particulières qui sont définies par des fonctions de croyance, on obtient une définition tout à fait équivalente qui donne la même valeur de ce qu'on appelle l'intégrale de Choquet. Et donc, on peut l'écrire de la manière suivante que je trouve assez pratique à utiliser. La valeur de l'intégrale de Choquet, ou de manière équivalente, la valeur de l'utilité espérée inférieure, ça va être la somme sur tous les ensembles focaux du poids de l'élément focal multiplié par le min sur tous les états de l'élément focal, de ce que j'obtiens sur tous ces états. Donc, vous considérez chaque élément focal, vous avez son poids. Dans mon élément focal, j'ai plein d'états, j'ai plusieurs états. Pour chaque état, je récupère quelque chose, donc j'ai plein d'utilités différentes possibles pour cet ensemble focal. Et comme je suis pessimiste, celle que je garde, c'est le min. Et là, je fais la somme sur tous les éléments focaux de ce que je récupère, du min de ce que je récupère dans ces éléments focaux. Okay, ça, c'est la règle de décision qu'on va utiliser ici. Donc, je vous rappelle, cette expression coïncide exactement dans le cas de famille de probabilité BEL-PL à l'utilité espérée inférieure et également à la valeur de l'intégrale de Choquet. OK. Et ces règles-là, cette règle-là, elle capture des cas, des situations, des comportements de décideurs qui ne peuvent pas être pris en compte par l'utilité espérée, en particulier le paradoxe d'Ellsberg. Donc, en particulier, le comportement des décideurs qui auraient décidé A et D. Voilà, donc à partir des fonctions de croyance, je vais vous parler de deux choses, de théorie des jeux, donc là, ça va être de la décision à un coût. Chaque agent il va y avoir plusieurs agents, mais chacun va décider, ils vont tous décider simultanément, une fois pour toutes. Et puis, je vais vous parler un petit peu de décisions séquentielles quand on a des connaissances qui sont capturées par des fonctions de croyance. Alors, OK, on parle un petit peu de théorie des jeux. Donc, on va commencer avec un exemple. Donc, imaginez que j'ai deux braconniers, je les appelle agent 1 et agent 2. Et puis, ils ne se concertent pas. Et puis, ils peuvent aller, chacun va décider s'il va soit sur un site Q, soit sur un site R pour braconner. Donc, si les braconniers se retrouvent sur le même site, ils gagnent que 2. Okay, chacun gagne 2. En revanche, s'ils se retrouvent sur des sites différents, ils vont pouvoir récupérer plus de JB et chacun va gagner 3. Donc, ma petite matrice ici, pour chaque paire de décisions de mes deux agents, ici,
j'ai l'utilité de cette paire de décisions pour l'agent ligne, et ici, j'ai l'utilité de cette paire de décisions pour l'agent colonne. OK? Donc, un jeu, c'est ça, c'est un ensemble d'agents. Pour chaque agent, j'ai l'ensemble des décisions qu'il peut prendre, et puis pour chaque agent, j'ai une fonction d'utilité. Dans cet exemple, les fonctions d'utilité sont les mêmes pour les deux agents, mais c'est pas forcément, c'est pas obligé. Alors ça, c'était un jeu classique. Donc, imaginez maintenant qu'il y a un petit peu d'incertitude. On va parler de jeux à information incomplète. Imaginez dans mon exemple que j'ai des gardes-chasse. J'ai des gardes-chasse qui surveillent alternativement les sites dont ils ont la garde. Donc, toute l'équipe va se déplacer. Bien sûr, elle ne va pas le dire aux braconniers. Elle va se déplacer sur un des sites, et cette équipe, elle surveille 3 sites, P, Q et R. Donc là, je rajoute, par rapport à tout à l'heure, là, j'avais que les sites. Les braconniers, eux, ils vont décider soit Q, soit R, mais les gardes-chasse, ils peuvent aller en P, Q ou R. Et puis, les gardes-chasse, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 60% de chances qu'ils soient en P et Q, parce que c'est des sites proches, et 40% de chances qu'ils aillent sur le site R. Donc là, vous voyez, il y a sur mes états qui sont où vont les braconniers, j'ai une fonction de croyance qui donne une masse de 60 à l'ensemble PQ, puis une masse de 40 au singleton R. OK, ça, c'est la connaissance a priori qu'ont les braconniers. Ceux qui sont un petit peu habitués, c'est exactement l'exemple Paul, Peter et Marie là, dont on parle depuis, qui est cité par Spetz et qu'on utilise tout le temps. Alors que gagnent les braconniers selon leurs décisions? OK, donc si mon braconnier va sur un site gardé, ben, il y a des gardes-chasse, il ne peut pas braconner, il ne gagne rien. Et puis, s'il choisit un site non gardé, ben là, selon qu'il y a ou pas l'autre braconnier, il va gagner soit 2, soit 3. OK? Ça, c'est la partie de base. Donc, j'ai les connaissances a priori des braconniers, et puis j'ai les fonctions d'utilité. Et puis, en plus de ça, dans le modèle des jeux à information incomplète, les agents, ils peuvent acquérir de la formation. Par exemple, l'agent 1, il a un espion qui est du côté de P et qui sait si on a vu les gardes-chasse ou pas en P. Mais il sait juste soit P, soit non P. OK. Il ne sait pas si c'est non P, il ne sait pas s'ils sont plutôt en Q ou plutôt en R. Et le deuxième braconnier, bah, lui, il a un informateur du côté de R et il sait si les gardes-chasse sont ou pas en R. Donc ça, c'est un modèle qui date d'il y a longtemps, défini par Arsiani, de jeu à information incomplète. Donc en fait, ça revient, si vous voulez le voir autrement, j'ai 3 mondes possibles, les gardes-chasse en P, les gardes-chasse en Q, les gardes-chasse en R. OK. Et puis selon le monde dans lequel on est, on a un jeu différent, les fonctions d'utilité des agents sont différentes. Par exemple, si les gardes-chasse sont en P, OK, bah, vu que eux, les braconniers, ils vont que en Q, en R, ça revient à la fonction d'utilité du cas précédent. Maintenant, si les gardes-chasse sont en Q, ben, les fonctions d'utilité vont être différentes, parce que, par exemple, si mes braconniers vont en Q, ben, ils ne gagnent rien. Par exemple, ici, là, si mon braconnier 2 va en Q, il gagne 0. Le braconnier 1, lui, il est allé en R et il gagne 3. Donc voilà, je vais avoir finalement un jeu classique, une paire de fonctions d'utilité pour chaque monde. Et bien sûr, j'ai ma connaissance a priori, okay, qui est le poids de l'ensemble P ou Q, c'est 0,6, et le poids de l'ensemble R, oméga R, c'est 0,4. Alors maintenant, l'information, les signaux, l'information que peuvent apprendre les agents. Donc, si les gardes-chasse sont en P, l'agent 1, bah, lui, il a de l'information sur ce lieu-là, bah, lui, il sait P. Et puis, l'agent 2, lui, qui est un informateur en R, ben, il sait que les gardes-chasse ne sont pas en R. Dans ce monde-là, les gardes-chasse en Q, l'agent 1, il sait P bar, et l'agent 2, il sait R bar. Et finalement, dans le troisième monde, les gardes-chasse sont en R, donc ce que c'est l'agent 1, c'est P bar, et ce que c'est l'agent 2, c'est R. Okay. Si vous préférez, finalement, la paire d'informations privées, on parle de signaux ou de types aussi, que reçoivent mes agents, ça peut être soit
ici, dans le monde P, ça peut être le couple PR bar, soit P bar R bar, soit P bar R bar. Et puis, le monde où l'un apprend P, l'autre apprend R, il n'est pas possible parce que les gardes-chasse, ils n'ont pas le don d'ubiquité. OK? Donc, la connaissance a priori qu'on faisait porter au départ sur les mondes, finalement, on peut les voir du côté des joueurs et simplement la faire porter sur les paires de signaux, sur les paires d'informations privées. Donc, en fait, on va passer comme ça, c'est toujours dans les modèles d'Archiani, hein, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. L'idée, c'est de passer au monde du monde des mondes, si vous voulez, au monde des signaux ou types. Ma connaissance a priori, maintenant, elle porte sur les paires de types possibles. Donc, soit mes gardes-chasse sont en P, mes gardes-chasse sont en Q ou mes gardes-chasse sont en R. OK. Donc voilà, c'est ça, un jeu à information incomplète avec des connaissances qui sont décrites dans la théorie des diffidences, dans la théorie des fonctions de croyance. Donc, j'ai un ensemble d'agents. Alors, c'est la première fois que j'essaye de faire ça. Vous allez voir, ce n'est pas très joli. Chaque agent, il a l'ensemble de ses actions. OK. Et puis, chaque agent, on peut définir pour chaque agent un ensemble d'informations privées, ces types, les signaux qu'il va recevoir. OK. Et puis, la fonction d'utilité, elle me dit, donc pour chaque monde possible, pour chaque combinaison des types, des signaux, et chaque paire d'actions, combien va gagner mon agent. Okay. Et enfin, j'ai la connaissance a priori que la fonction sur les paires de types, sur les mondes, qu'on va supposer commune à tous les agents. En fait, ce n'est pas obligé, mais voilà. Donc, une autre façon de voir mon jeu évidentiel. Très bien. Donc, dans un jeu à information incomplète, qu'est-ce que c'est une stratégie? Alors, une stratégie, c'est plus, comme en théorie des jeux, une décision par chaque agent. C'est plutôt une fonction qui dit, si vous voulez, un espèce de petit plan conditionnel. C'est une fonction qui dit, pour un agent, une stratégie, si je reçois telle information, si je fais ça. Si je reçois telle information, je fais ça. Par exemple, pour mon agent 1, si je sais que les braconniers sont si je sais que les braconniers sont en paix, alors je vais en Q. Et puis, si je sais que les braconniers ne sont pas en paix, je vais en R. Ça, c'est une stratégie possible pour l'agent 1. Pour l'agent 2, une stratégie possible, c'est, lui, l'agent 2, il a de l'information sur le fait que les braconniers sont en R ou pas. Si j'apprends qu'ils sont en R, je vais en Q. Et puis, si j'apprends qu'ils ne sont pas en R, je vais en R. Donc ça, c'est une stratégie pour chaque agent. Et maintenant, un profil de stratégie, c'est un vecteur qui donne une stratégie à chaque agent. D'accord? Donc là, le profil de stratégie, là, il est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous vous rappelez que chaque agent, il vise à maximiser son utilité espérée inférieure. Mais dans le cas qui nous intéresse, avant de décider, il reçoit une information privée. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il reçoit une information privée, il reçoit son signal, il connaît son type. En fonction de son type, il va réviser sa connaissance. Okay, il va réviser la fonction de croyance. Et puis, avec sa connaissance révisée, il va évaluer l'intérêt des différentes stratégies avec la règle de décision qu'on a choisie. Donc, comme je suis dans la théorie des fonctions de croyance, ce que je vais utiliser, c'est la règle de conditionnement d'Elmster. L'idée, c'est la suivante. Vous voyez, si mon agent apprend que les braconniers ne sont pas en paix, ok, j'avais cet ensemble-là, je savais qu'ils étaient pour cet ensemble-là, soit en paix, enfin, soit qu'on avait le paire de signal PR bar, soit on avait la paire de signal P bar R bar, comme ils ne peuvent pas être P, tout le poids est reporté sur le reste de l'ensemble. Si vous voulez, quand on apprend une nouvelle information, ça enlève des états. Et donc, quand on a un ensemble qui contenait cet état, le poids va être reporté sur les autres états de l'ensemble.
Donc, une fois que l'agent a révisé sa connaissance avec la règle de Dempster, alors vous vous rappelez que les agents, ils reçoivent des signaux différents, qui sont cohérents avec le monde, mais qui sont différents. Donc, ils vont chacun réviser en fonction de son signal. Et chacun va réviser, va avoir finalement une fonction de croyance différente après avoir acquis de l'information. Et puis à ce moment-là, ils vont évaluer les différentes décisions avec la règle de l'utilité espérée inférieure avec mon intégrale de Choquet. Donc par exemple, mon agent 1 qui apprend que les gardes-chasse ne sont pas en P, d'accord, il va avoir une. Alors, il va avoir une utilité de Choquet, donc il va appliquer cette formule-là sur la fonction révisée. Et même chose pour le deuxième agent. Hop là. Voilà. Il révise, il applique, il révise, il applique la règle de Choquet. Voilà, maintenant on a toutes les briques pour faire suivre tout ce qui reste de la théorie de la décision, par exemple de la théorie des jeux, par exemple la notion d'équilibre de Nash. Un équilibre de Nash, c'est un profil de stratégie où aucun agent n'a intérêt à changer de stratégie, à changer d'action pour aucun de ces types. Voilà, ça, c'est la définition habituelle dans les jeux incomplets. La seule différence ici, c'est qu'on va utiliser la valeur de Choquet plutôt que l'utilité espérée. Combien de temps il me reste, Sébastien? Une demi-heure. Ouais, ça va. Ok, donc ici, j'ai un équilibre de Nash qui fait que ça veut dire que si mon agent 2, d'accord, a cette stratégie-là, alors pour moi, la meilleure réponse quand j'apprends P, c'est de jouer Q1, ou la meilleure réponse quand j'apprends P bar, c'est de jouer R1. On voit que ça se passe pas forcément. Là, c'est un petit exemple pour montrer que ça se passe pas forcément de la même façon si on utilise de l'utilité espérée. Enfin, si on utilise bien le modèle à base de fonctions de croyance, ou si on se dit, alors il y a des gens qui disent, bon, en fait, quand j'ai un ensemble, une connaissance sur un ensemble, je vais la partager de manière égale entre les différents éléments de l'ensemble, et puis je vais récupérer une distribution de probabilité. Hop, là, j'ai pas fait exprès. Voilà. Il y a des gens qui se disent, on va essayer de récupérer une distribution de probabilité. Donc, par exemple, on pourrait couper mon élément focal en deux. Ok, je coupe en deux, puis mon 0,6, je le donne à chacun. On applique le principe de Laplace, si vous voulez. Ignorance égale équiprobabilité sur cet ensemble-là. Ce qu'il y a, si on fait ça, imaginez maintenant que mon agent, il apprend que les gardes-chasse ne sont pas en P. Donc, si on est dans la théorie de l'évidence, tout le poids de cet ensemble-là, tout le poids qu'il avait sur la connaissance, le monde, c'est soit PR bar, soit P bar R bar. Et maintenant, tout ce poids-là, il va sur le monde, c'est P bar R bar. Les gardes-chasse sont en Q. Alors que si on avait coupé notre M et qu'on révisait par la même information en utilisant la règle de Weiss, on aurait maintenant un poids de 4/7 sur, si j'ai bien fait mes calculs, de 4/7 sur P bar R bar et de 3/7 sur... non, de 4/7 sur P bar R et de 3/7 sur P bar R bar. Alors qu'ici, on a 0,6. Si vous voulez, si on avait appliqué le principe de Laplace avant, et puis qu'après on apprend notre information, on révise, le monde le plus probable, ça devient celui-là. Alors que maintenant, si on était resté dans la théorie de l'évidence, le monde le plus probable, c'est plutôt celui-là. Et donc, du coup, les équilibres, ça ne va pas être les mêmes. Voilà, donc il y aura une différence. Alors, ce qu'on a fait, là, je ne vais plus rentrer dans les détails. Ça, c'était tout ce que je viens de dire déjà, les jeux évidentiels, c'est la thèse de Pierre Pommeret. On a commencé à travailler dans quelque sorte sur les moyens de calcul. Alors, il y avait un théorème qui disait, voilà, si vous avez un jeu probabiliste, un jeu bayésien avec deux joueurs,
avec des types, comme je vous l'expliquais précédent, et avec une connaissance qui est représentée par une distribution de probabilité, et puis les joueurs révisent avec la règle de Bayes, et bien alors on peut transformer ce jeu-là en jeu classique, en un type de jeu classique qu'on appelle un jeu polymatriciel. Un jeu polymatriciel, c'est un jeu où il y a plusieurs joueurs, et les joueurs jouent à des jeux 2 à 2. Okay, donc, un joueur peut être impliqué dans plusieurs jeux avec le joueur A, avec le joueur B. Et l'utilité, par contre, il va jouer la même action dans tous les jeux. Et donc, son utilité à ce joueur-là, ça va être la somme des utilités qui gagnent dans les différents jeux. Et donc, il y a un théorème qui dit que si j'ai un jeu bayésien à 2 joueurs, au lieu de considérer, je peux le transformer en jeu polymatriciel, en jeu à information complète avec plus de joueurs. Donc, l'idée, ça va être que les joueurs dans le jeu polymatriciel, en fait, ça va être les paires agent-type, agent-type, agent-type. L'agent 1 qui apprend l'information, les braconniers sont en paix. L'agent qui apprend l'information, les braconniers ne sont pas en paix. Alors, l'intérêt de ce truc-là, c'est que cette transformation, déjà, elle ne coûte pas très cher. Et puis, après, une fois qu'on a un jeu polymatriciel à information complète, on peut appliquer les algorithmes de calcul, par exemple d'équilibre de Nash, dans les jeux polymatriciels. Donc ça, c'était le théorème de Hausen-Rosenthal. Et nous, ce sur quoi on a travaillé, en fait, c'est le cas des jeux évidentiels. Donc, on a un jeu évidentiel, non pas 2 joueurs, mais en fait, on peut le faire pour n joueurs. Et puis, on peut transformer de la même façon ce jeu évidentiel, ce jeu incomplet à n joueurs, en un jeu non plus polymatriciel, mais un jeu hypergraphique à information complète. Si vous voulez, les petits jeux, ça va être les éléments focaux. Les jeux du jeu hypergraphique, ça vont correspondre aux éléments focaux du jeu d'origine. Et donc là, on pourra faire nos calculs sur un jeu hypergraphique à information complète. Alors, donc ça, c'est pour l'intérêt de cette transformation, c'est sur la partie algorithmique. Et puis, c'est aussi pour obtenir des résultats théoriques, puisqu'il va y avoir, si vous voulez, une bijection entre la représentation par jeu information complète, incomplète, et la représentation par jeu hypergraphique. Et donc, je peux prouver des choses en utilisant la transformation en jeu information complète. Par exemple, je peux prouver l'existence d'équilibre mixte. Dans le cas d'un jeu à information incomplète, a priori, la notion de stratégie mixte, on ne va pas la changer, hein, ça sera la notion habituelle. Il faut voir aussi le petit théorème là. En fait, il généralise, même pour le cas classique, même pour le cas bayésien, il généralise le théorème de Hausen-Rosenthal au cas de plus de 2 joueurs. Au lieu, simplement, ici, on aurait un jeu hypergraphique. Hein. Bon, c'est une petite généralisation qui ne mange pas de pain. Voilà. Alors, cette transformation, combien elle coûte? Alors, surtout combien elle coûte en espace, est-ce que le jeu hypergraphique va prendre beaucoup plus de place? Oui, il va prendre plus de place. Voilà, si G, c'est la taille du jeu initial, d'accord, la taille du jeu incomplet. Ok, la taille du jeu hypergraphique, elle va dépendre en fait du nombre maximum d'états qu'il y aura dans un élément focal. Okay, tout ça, c'est parce qu'il faut générer, donc quand j'ai que 2 agents, pardon, là je dis une bêtise, tout ça parce que il faut générer les hyperarêtes qui peuvent devenir très grosses. Voilà. Mais bon, avec les fonctions de croyance, la plupart du temps, on estime que la fonction de croyance, elle est cas additive avec un cas qui est petit, c'est-à-dire que la taille du plus gros élément focal, elle est égale à 1, 2, à 3. Hein. Donc ici, c'est plutôt un 2, un 3, peut-être un 4, hein, mais ça sert déjà, avec des petits éléments focaux, ça permet déjà de représenter pas mal de choses. Voilà pour les jeux. Donc, la thèse de Pierre, c'est lundi. Et je crois elle sera aussi en visio. Il va parler de ça, mais en fait, il a fait beaucoup plus de choses. Hein. Ce travail
travail-là, on a commencé par le faire sur les fonctions de croyance, mais en fait, après, il a écrit tout ça, les jeux avec un modèle algébrique très général pour la représentation des croyances, hein, et aussi pour les représentations de la règle de décision. Donc, ça peut marcher, son modèle, tout ce que je vous ai montré, ça marche avec la théorie des possibilités, par exemple, donc bien sûr avec les fonctions de croyance, avec des familles de probabilités. Et puis, on peut utiliser plein de règles de décision, et même les agents ne sont pas obligés d'avoir le même type de connaissances. L'un peut avoir des connaissances possibilistes et l'autre, par exemple, des connaissances sous forme de fonctions de croyance. Donc, tout ce que je vous expliquais là, en fait, on peut le faire de manière plus générale avec des représentations par des capacités, des fonctions d'ensemble de notre mesure de croyance. Et puis, tout ce qu'il a fait, en plus, il l'a fait très proprement, puisqu'il a utilisé l'assistant de preuve. L'assistant de. J'ai une petite faute d'orthographe, désolé. L'assistant de preuve Coq pour, pour garantir toutes ces preuves, par exemple, le théorème de Hausen-Rosenthal généralisé. Donc voilà, si ça vous intéresse, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais vous pouvez assister en visio à la thèse de Pierre ou lire la thèse ou les articles. OK. Maintenant, je vais passer à un deuxième sujet. Donc, ça ne va plus être de la décision simultanée multi-agent. On n'aura plus qu'un agent. En revanche, on va considérer le problème où l'agent peut avoir à décider non pas d'une seule chose maintenant, mais décider en fait de manière séquentielle, au moment où l'agent doit, par exemple, dans un ordre de décision, ils doivent construire en fait un plan conditionnel. Et ça, dans le cas où les connaissances sont de type fonction de croyance. Donc, ce qu'on verra des loteries évidentielles. Et ça, c'est un problème autour duquel pas que moi, je pense, tourne depuis longtemps parce qu'en général, ça ne marche pas. Et dans ce travail, on essaye de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Alors, là, je vais changer très légèrement de cadre. Tout à l'heure, une décision, c'était une fonction qui, à chaque état, associait une conséquence. En théorie de la décision, on reste souvent dans le modèle de Savage. Là, maintenant, je vais passer dans le modèle de Feynman et Morgenstern. Je vais considérer des loteries. L'idée, c'est que, en fait, maintenant, une décision, ça va être une fonction qui, à chaque conséquence possible ou à chaque ensemble de conséquences possibles, associe une masse. D'accord? C'est-à-dire, quand j'ai un ensemble focal avec son poids et une action, d'accord? Pour mon ensemble focal, je calcule ses conséquences par mon action et je porte le poids maintenant sur cet ensemble de conséquences. Donc, dans mon exemple de tout à l'heure, là, j'avais le poids sur rouge, c'était 1/3, le poids sur noir ou jaune, c'était 2/3. Mon action, c'est je gagne 100 € si la boule tirée rouge ou 0 sinon. D'accord? Donc, pour l'élément focal, pour mon action A, pour l'élément focal rouge, je gagne 100, OK, avec 1/3. Pour l'élément focal noir ou jaune, avec cette action, je ne gagne rien, donc le poids, il va porter sur l'ensemble 0. Maintenant, pour mon action B, OK, qui est gagner 100 € si elle est jaune. Donc, pour l'élément focal rouge, 1/3, je gagne 0. Et puis, pour l'effet focal noir ou jaune, parfois, si c'est jaune, si elle est jaune, je vais gagner 100, ou alors je vais gagner 0. Okay, donc, une loterie, en fait, vous voyez, c'est une distribution maintenant de masse. Ici, une loterie simple, une distribution de masse sur des ensembles de conséquences. Alors après, on utilise un exemple Alors, il y a un papier qui est très intéressant sur la décision avec des fonctions de croyance, que j'ai beaucoup utilisé, qui est un papier de Deneux, et il cite en particulier un autre papier de lui-même et de Chenoy, pour nous faire comprendre ce que c'est qu'une loterie évidentielle composée, une décision séquentielle. Donc, imaginez le problème suivant. Vous avez
l'urne de Ellsberg de tout à l'heure, l'une U2, puis vous en avez une autre dans laquelle j'ai 90 boules, 30 noires, et les 60 autres sont noires et jaunes, ou jaunes, pardon. Alors d'abord, on tire une boule dans cette nouvelle urne. OK, donc dans cette urne-là, j'ai une ambiguïté ici. Si ma boule, elle est noire ou rouge, je vais aller jouer ici dans la boule, dans l'urne U2 et je vais obtenir 100 si elle est rouge et 0 sinon. OK, donc si je suis noir ou rouge, je vais ici avoir ce choix-là. D'accord, être dans ce cas-là. Pardon. Si ma boule, elle est jaune, je vais me retrouver dans ce cas-là avec l'action de FB. Okay, de l'action, pardon, la loterie FB de Ellsberg. Le truc, c'est que je ne sais pas si finalement, à l'avance, je ne sais pas si je vais me retrouver avec cette loterie-là ou cette loterie-là. Il y a une probabilité, un tiers, de me retrouver avec la loterie FA, d'accord, quand ma boule, elle est noire, mais si elle est soit rouge, soit jaune, si elle est rouge, je me retrouve avec FA, si elle est jaune, je me retrouve avec FB. Donc il y a une probabilité de 2 tiers d'être dans FA ou dans FB, mais on ne sait pas dans laquelle. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle une loterie composée. Pour le cas des fonctions de croyance, avec des fonctions de masse. Une loterie composée classique, en fait, les poids, là, ils portent que sur des singletons et les probabilités ici, elles iraient directement sur des actions. Bon, bah ici, il y a une certaine probabilité de 2 tiers qu'on soit dans cette loterie, soit dans cette loterie. Donc ça, c'est une loterie évidentielle composée. Quand on veut faire, on doit décider entre des plans. Donc les plans, ça va être des loteries évidentielles composées. Il faut appliquer notre règle. Alors notre règle, on a vu, ça peut être, c'est souvent la règle des a priori multiples appliquée aux fonctions de croyance. Donc ça, on peut très bien l'appliquer sur des loteries simples, comme celle-là. D'accord, je calcule la valeur de choqué, je calcule la valeur de choqué, je les compare, je décide. Maintenant, si je veux comparer des plans, en fait, l'idée, c'est de transformer mon plan en une loterie simple, qu'on va appeler sa réduction. Trouver une loterie simple équivalente à la loterie composée. Donc, dans le cas probabiliste, par exemple ici, je vais vous le faire sur plusieurs exemples, cette loterie composée, ok, j'ai une probabilité de 3/4 de me retrouver dans FA, et là j'aurai une probabilité de 1/3 de me retrouver avec la valeur 100, donc j'ai une probabilité de 3/12 de me retrouver avec la valeur 100. De la même façon, j'ai 3/4 fois 2/3 plus 1/4 fois 1/3 de me retrouver avec la valeur 0. Okay, et enfin, pour avoir la valeur 50, j'ai une probabilité, c'est la probabilité de me retrouver dans FB' et de tirer 50, donc ça me fera 2/12. Donc ça, c'est la manière dont on réduit les loteries dans le cas probabiliste. Maintenant, imaginez que mes loteries, ça soit des loteries évidentielles, mais qui sont composées de manière linéaire. Donc ça, c'est un modèle qu'avait proposé Jean-Yves Jaffray. Il proposait de travailler avec des compositions probabilistes de loteries évidentielles. Donc là, ça reste, de toute façon, c'est toujours le même principe. J'ai une probabilité de 2/3 fois 2/3 plus 1/3 fois 1/3 de me retrouver avec l'élément focal 0, de me retrouver avec la conséquence 0. J'ai une probabilité de 2/3 fois 1/3 d'avoir 100. Et puis j'ai une probabilité de 1/3 fois 2/3 d'avoir, on ne sait pas encore, soit 0, soit 100. Okay, donc, cette combinaison linéaire de loterie évidentielle, je l'ai réduit en une loterie évidentielle. Alors maintenant, imaginez que j'ai une combinaison disjonctive de 2 loteries classiques. Donc là, j'ai pris un exemple très simple. Si je me retrouve ici, là, c'est la loterie, j'ai 0 à coup sûr.
Et ben, si me retrouve ici, j'ai 100 à coup sûr. Donc ici, je sais que je vais être soit dans F, soit dans la loterie F, soit dans la loterie E. Donc en fait, pour sûr, hein, puisque c'est le poids, là, on le met sur l'ensemble focal FFFE. OK, bah, ce que je sais, c'est que je vais avoir 0 ou 100. Donc la réduction de cette loterie-là, c'est tout simplement une loterie qui met le poids de 1 sur l'ensemble 0-100. Et dans le cas général, ben, on fait exactement pareil. Alors, gagner 0, très bien. Je peux gagner 0 avec la probabilité 1 tiers fois 2 tiers. OK. Et puis, il se peut aussi que je me retrouve dans ce cas d'ambiguïté où je vais gagner 0 avec 2 tiers ou 0 avec 1 tiers. OK. Donc, je gagne 0 avec 2 tiers. Hop là, pardon. 2 tiers. 2 tiers fois 2 tiers fois 1 tiers. Ici. Et de la même façon, gagner 0 ou 100, okay, à partir du cas ambigu. Donc, je peux l'avoir en combinant ces deux éléments focaux de manière disjonctive, ici, ou en combinant ces deux éléments focaux de manière disjonctive, ici, ou de combinant ces deux éléments focaux de manière disjonctive, ici. Et donc là, c'est la réduction de ma loterie composée. La formule générale, elle est là, hein. Alors là, je vais travailler dans nos articles, on peut travailler, on peut composer, on peut avoir une distribution une loterie composée, ça va être une distribution de poids sur des ensembles de loteries, pas forcément sur deux loteries. Mais là, aujourd'hui, on va travailler avec des loteries composées binaires. Donc, ça va être des loteries composées qui peuvent avoir comme éléments focaux qui se composent à partir de deux loteries. Donc, il n'y a que trois éléments focaux possibles, soit la première loterie, soit la deuxième loterie, soit la combinaison des deux loteries. Et ici, vous dites, quand je réduis une loterie composée binaire sur F et G, le poids que je vais avoir pour un élément focal donné, c'est le poids que j'aurai dans la première loterie, avec la probabilité alpha, plus celui que j'aurai dans la deuxième loterie, avec la probabilité bêta, plus celui que j'ai quand j'ai une ambiguïté entre mes deux loteries, d'accord? Donc, pour tous les ensembles BC dont l'union fait A, du poids gamma multiplié par le poids que j'ai dans la loterie F pour B et le poids que j'ai dans la loterie G pour C. Ça, c'est le principe de réduction de loterie qu'on fait classique. Dans ce cas-là, ma loterie tout à l'heure, je la réduis. Okay, et après, pour savoir sa valeur, de choquer, j'applique la formule de l'utilité espérée inférieure. Alors, le problème, c'est le suivant. Imaginez là que je ne sais pas encore dans quelle situation je vais me retrouver, j'ai une ambiguïté. Donc, je sais que je vais être je vais devoir faire un choix, soit je vais gagner 10 à coup sûr, pardon. Et donc, il faut que je fasse un plan conditionnel, il faut que je me dise, alors si tu dois choisir, tu vas choisir F ou tu vas choisir G. Donc pour ça, je vais évaluer mes deux plans. Chaque plan va me donner, par exemple, ce plan-là, choisir F, si on a doit choisir, ça me donne une première loterie composée. Je vais évaluer ma loterie composée. OK, je vais réduire ma loterie composée, puis je vais l'évaluer. Donc ma loterie composée, elle se réduit comme ça. Hein. Alors j'espère que je l'ai bien fait. J'ai soit 10 au 0 ou 0, soit 10 ou 100. OK. Et puis, par exemple, j'ai 10 ou 0 avec la probabilité 1 fois 0,1 fois 1. Voilà ma loterie réduite. Donc, si mon plan, c'est de dire, quand j'ai à choisir, je choisirai de jouer dans F. J'aurai une valeur d'utilité qui est 0,99 multiplié par 10 plus 0,01 multiplié par 1. 9,91. OK. L'autre plan possible, c'est quand j'aurai à faire un choix, si j'ai à faire un choix, de choisir G. Alors, si je choisis G, là, c'est cool, j'ai 10 à coup sûr.
Et la valeur de Choquet, forcément, de cette loterie réduite, bah, c'est 10. Donc, le plan choisir G, si on a à choisir, il semble a priori meilleur que le plan choisir F, quand on aura à choisir. Okay. Donc, le meilleur plan conditionnel, c'est celui qui sélectionne G. Très bien. Le problème, c'est que si on se retrouve ici, on avait beau avoir un plan conditionnel, oui, mais là, si je prends G, j'ai 10 à coup sûr. Et puis, si je prends F, mon utilité espérée, elle est de beaucoup plus grande. D'accord? Elle est de 99. Donc, ici, on a ce qu'on appelle un problème de cohérence dynamique. La décision qu'on aurait prise en comparant les plans complets au départ en réduisant, on risque de revenir sur cette décision-là en cours de route. On peut aussi, vous voulez, il peut arriver que la valeur ici à un choix de Choquet, elle soit plus grande pour une action que pour une autre, alors que quand on rentre dans une composition, dans un plan, eh ben, on aurait fait le choix inverse en comparant les plans. Et donc la règle de Choquet, on dit qu'elle n'est pas dynamiquement cohérente. Il y a d'autres règles qui ne sont pas dynamiquement cohérentes. Si on avait choisi, par exemple, d'utiliser la règle du transférable belief model, la règle punistique, elle ne serait pas directement cohérente. Si on travaillait avec la multiprière en général, forcément. Donc ça, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, quand on travaille avec les articles que j'ai lus qui proposent de faire de la décision séquentielle dans des arbres de décision où on a des loteries composées qui seraient des loteries évidentielles, eh ben, les règles qu'on va proposer, c'est soit l'intégrale de Choquet, mais ça viole l'axiome d'indépendance, qui est gênant. Alors, Jaffrey, il a trouvé une solution. Il s'est dit, oh, mais de toute façon, les loteries, on va les composer que de manière probabiliste. Mais là, on réduit, on ne peut pas avoir une connaissance ambiguë avant le dernier étage de notre arbre de décision. Donc, on va restreindre, ce que propose Jaffrey, c'est de restreindre la composition de loterie. Et puis là, on sera dynamiquement cohérent. Ou alors, il y a d'autres règles qui disent, on essaye de... En fait, on ne va pas avoir une comparaison complète des plans ou des décisions. Ils vont donner d'autres règles de comparaison des loteries qui ne sont pas complètes. Donc, ce dont on a l'impression, c'est qu'il y a une difficulté. Il y a une difficulté implicite, on aimerait mieux la comprendre, et on a cherché, du coup, un théorème d'impossibilité. Alors, l'approche, quand on construit un théorème d'impossibilité ou une axiomatique, c'est que on part d'une relation de préférence. Ici, ça va être des préférences sur des loteries. Donc, on va voir l'ensemble de toutes les loteries simples et composées. J'ai oublié, je suis désolée, que l'on peut construire sur un ensemble de conséquences. Et on va considérer une relation supérieure ou égale, une relation de préférence sur ces loteries. On va imposer un certain nombre de propriétés sur la comparaison. Et puis, on va voir ce qui se passe. Si on fait une axiomatique, on va obtenir une règle particulière. Et puis, nous, ce qu'on cherche, c'est, en ajoutant nos axiomes, nos propriétés, on va voir qu'on arrive à une contradiction. Et donc, la première propriété qu'on exige, c'est de dire, voilà, ma préférence, ma manière de comparer les loteries simples et composées, elle est complète et transitive. OK. La deuxième chose qu'on veut, c'est l'indépendance, la règle d'indépendance qui permet de garantir l'axiome d'indépendance, qui permet de garantir la cohérence dynamique de la comparaison dans le cas probabiliste. Et on va voir aussi dans notre cas à nous. Donc, elle dit, si F est au moins aussi bon que G, alors quand je fais une combinaison, si vous voulez, si je pense que je vais choisir F plutôt que G, si je suis dans un plan conditionnel, alors je prendrai la même décision. Hop là, pardon. OK. Ou la même chose, si je préfère strictement F à G, alors entre une distribution de probabilité qui me dit une probabilité de alpha d'avoir F et 1 moins alpha d'avoir G, je préfère ça à alpha avoir G ou 1 moins alpha avoir le même H. Et ça, c'est une propriété qui permet de nous garantir la cohérence dynamique. Bon, on ne peut pas l'écrire tel quel parce que nous, on a des loteries qui sont pas forcément, des loteries composées qui ne sont pas forcément probabilistes. On veut aller un petit peu plus loin que Jaffrey, donc on a réécrit l'indépendance de manière indépendance généralisée sur les loteries évidentielles. Donc il dit, si je préfère F à G, quand je considère une loterie composée qui utilise F
et une loterie H, je vais la préférer au sens large à une loterie composée qui considère G et la même loterie H, et puis qui les considère de la même manière. Alors, c'est cet axiome-là qui est violé par l'intégrale de Choquet. OK. Donc, j'ai 2 axiomes déjà. Alors maintenant, je vais parler de réduction de loterie. Alors, le premier axiome qu'on pose, on a défini la réduction de loterie. On va dire, une loterie, elle est équivalente à sa réduction. Ça, c'est le principe de la décision sur les réductions de loterie. Et puis, dans une loterie composée, si j'ai 2 décisions qui sont équivalentes, deux sous-loteries qui sont équivalentes, alors je peux toujours remplacer l'une par l'autre et ça ne changera pas, j'aurai une loterie parfaitement équivalente. OK, ça nous permet d'assurer, on aurait pu éventuellement directement utiliser cet axiome-là, l'axiome de réduction de loterie qui dit quand j'ai une grosse loterie composée, qui utilise en particulier une sous-loterie composée qui serait F, je peux toujours remplacer F par sa réduction et ça ne changera pas ma préférence. Ça sera équivalent, ce que j'obtiendrai sera équivalent. Et c'est comme ça qu'on va réduire. On va réduire nos plans, on va pouvoir les comparer avec leur valeur de Choquet. Alors, il y a un autre axiome qui dit, voilà, quand j'ai un ensemble de conséquences, j'ai toujours une conséquence, pas forcément dans cet ensemble-là, j'ai toujours une conséquence, j'ai toujours un équivalent certain. Okay, si je sais que là, je vais avoir A ou B ou C, il y a toujours un D qui sera équivalent à avoir A ou B ou C. Et un axiome de continuité. Donc là, on va commencer à parler de compensation. Okay, alors c'est un axiome de continuité qui a été proposé donc, par Jaffray pour l'utilité linéaire là, dont on parlait tout à l'heure, qui a été aussi utilisé par Jensen pour une axiomatisation de l'utilité espérée. Donc il me dit si j'ai un H qui est très mauvais, alors en le combinant, donc il est moins bon que G, en le combinant avec un F qui est bon, ça peut me permettre de devenir meilleur. Je peux l'améliorer, si vous voulez, mon H, de manière à devenir meilleur que G. Okay, et pareil, si j'ai un F qui est bon, mais que je le dégrade, alors je peux devenir moins bon que G. C'est l'axiome de continuité. Et voilà, le premier théorème d'impossibilité, c'est si j'ai 2 conséquences qui ne sont pas équivalentes dans mon ensemble de conséquences, si je n'ai pas toutes mes loteries qui sont toutes équivalentes les uns aux autres, alors cet ensemble d'axiomes est incohérent. Il n'y a pas de manière de satisfaire, si vous voulez, la réduction de loterie, le fait d'avoir une relation complète et transitive, et puis ces axiomes de compensation, de continuité. Ou alors, ce qu'on peut réutiliser, c'est un autre axiome, un axiome de compensation, qui dit, ça ressemble beaucoup à l'axiome qui est là de continuité, qui dit, si j'ai x1, une conséquence x1 qui est bien meilleure que x2, alors, c'est entre une action qui me donne x1 à coup sûr et une action qui me donne soit x1, soit x2, on préfère toujours avoir x1 à coup sûr que x1 ou x2. Et là aussi, on peut montrer que mes ensembles d'actions, désolé, je fatigue, mes ensembles d'axiomes sont incohérents. Donc voilà, on a 2 théorèmes d'impossibilité qui nous disent qu'on ne peut pas avoir à la fois la réduction de loterie, des principes et des principes de compensation. Et toutes mes règles, les règles qu'on a vues dans la littérature, je ne sais peut-être pas tout de suite, mais la plupart, soit restreignent la composition de Jaffray de manière à pouvoir satisfaire tous ces axiomes, soit relaxent l'axiome d'indépendance, Choquet, soit l'axiome de complétude. Et si vous voulez, ces théorèmes, finalement, ces théorèmes d'impossibilité, dans un sens, ils justifient les règles. Ils justifient ces règles. Il faut dire, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, on a une impossibilité. Alors, la question qu'on peut se poser, là, étant donné les approches qui ont été là, c'est est-ce qu'on peut quand même satisfaire le principe d'indépendance sans abandonner ni la réduction de loterie, ni la transitivité et la complétude, ni restreindre les loteries composées. Et oui, il y a au moins un moyen de le faire, c'est d'utiliser, donc ça c'est une règle
de décision qu'on a proposé dans ce travail-là. On va considérer en fait des vecteurs de valeurs cumulatives. On va dire, vous voyez, si j'ai une action H, je peux calculer la certitude que mon action, elle me donne au moins X. Et puis, je peux calculer la certitude que mon action, elle me donne au moins la plus mauvaise valeur, au moins la deuxième plus mauvaise valeur, etc. Et je vais comparer, donc j'ai mes vecteurs cumulatifs, j'ai mes distributions de, si vous voulez, cumulatives, et je vais les comparer membre à membre. Donc ici, par exemple, j'ai une action F, j'ai une action G. Cette action F, elle me donne plus que 0 à coup sûr. Elle me donne plus que 50 avec un bel de 1 moins 0,15 et elle me donne plus que 100, enfin au moins autant que 100 avec un bel de 0,6. Et ma deuxième action ici, elle me donne au moins 0 avec un bel de 1, au moins 50 avec un bel de 0,4. On peut avoir ça ou ça. Et puis au moins 100 avec un bel de 15. Et ben, je vais dire que F est meilleur que G parce que, OK, en comparant toutes les conséquences possibles, j'ai le même bel. Et donc là, je vais passer à la deuxième conséquence, 50. Et ici, ben, ma croyance dans le fait d'avoir au moins 50 avec F, elle est plus grande dans la croyance d'avoir au moins 50 avec G. Et je vais préférer G. Si vous voulez, c'est une manière de faire la décision robuste. La décision robuste, elle dirait, ben, je vais préférer l'action qui maximise la pire valeur. Bon, ici, ben, la pire valeur, c'est le même hein, quand on considère pour les deux actions F et G, c'est la même. Ben, là, au lieu de s'arrêter à l'approche robuste classique, on utilise notre connaissance et puis on va passer au deuxième niveau de conséquence. Donc, ça, on peut montrer que ça raffine l'approche robuste. Donc, cette règle de dominance pessimiste, elle n'est pas très décisive. Elle est plus décisive que l'approche robuste. Elle n'est pas très décisive, mais elle satisfait tous mes axiomes. Et on peut même montrer que c'est la seule manière de satisfaire ces axiomes si on ajoute un axiome d'aversion, un axiome très pessimiste d'aversion à l'ambiguïté. Voilà, donc mes axiomes, j'ai des théorèmes j'ai deux théorèmes d'impossibilité. On a montré qu'on peut satisfaire nos axiomes de réduction de loterie, de complétude, de transitivité, d'indépendance en décision séquentielle avec des fonctions de croyance, mais que pour ça, il faut utiliser des règles qui ne font pas de compensation. La règle que j'ai montrée, elle est méga pessimiste quand même. On est en train de se dire, bon, on pourrait prendre une règle basée sur le PL, mais là, on aurait une règle très optimiste. Peut-être prendre une règle un peu un mix entre les deux, ça va voir. Ce qu'on pourrait faire dans la suite directe de ce travail, c'est un théorème d'impossibilité pour le cas plus général des loteries, crédales au sens large. Donc, ça ne serait pas forcément que des fonctions de croyance, ça serait des familles de probabilités en toute généralité. Et puis sinon, ce qu'on aimerait faire à partir de là, ça part dans différentes directions. De l'optimisation robuste. Par exemple, un problème vous pouvez imaginer le problème de sac à dos, où vous avez les coefficients, combien vous rapportent les objets, c'est décrit par un intervalle. Donc là, ça serait l'optimisation robuste. Là, ça pourrait être décrit par une fonction de croyance et on pourrait utiliser notre bel. Donc ça, c'est une première direction dans laquelle on va travailler. On a aussi commencé à travailler sur l'utilisation d'outils pour le calcul de la valeur de Choquet, des balais TPL basés sur la compilation de connaissances, donc avec des ADD. Il y a ce dont je vous ai parlé déjà, la thèse de Pierre. Et puis enfin, maintenant, si on continue à faire d'abord, si on utilise deux types de travaux, on va travailler dans des jeux séquentiels. Et plus largement, ce sur quoi on voudrait travailler, c'est des jeux collaboratifs sous incertitude. Voilà, je suis désolée, à la fin, je suis fatiguée et du coup, je suis un petit peu confuse. C'était très bien. Merci beaucoup.